Vous écoutez l'épisode 152 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Magali Semama, coach spécialisée dans le TDAH. Cet épisode est enrichi de 7 témoignages. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour Magali. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast où tu vas pouvoir nous partager ton expertise pour nous parler du TDAH, notamment chez les adultes et chez les enseignants qui nous écoutent. Puisque l'idée de cet épisode, c'est de pouvoir permettre aux enseignants avec un TDAH de se sentir compris, de comprendre leurs atouts et puis d'avoir des pistes, et puis aussi de permettre à leurs collègues de mieux les comprendre et de éventuellement changer de regard sur les profs qui ont un TDAH, donc sur peut-être aussi le TDAH en lui-même, et peut-être que d'ailleurs par ricochet, ça permettra aussi de mieux comprendre ce que c'est pour les élèves par le biais des adultes. Merci à toi pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Et c'est vrai que je trouve que c'est un sujet très intéressant de podcast. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu qui tu es ? Alors, donc, je m'appelle Magali Semama, je suis coach spécialisée en TDAH, comme tu disais, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et j'accompagne donc différentes personnes. Pour commencer, les parents d'enfants TDAH, TOP. Alors TOP, pour terminer avec les acronymes, c'est trouble de l'opposition à la provocation. Les parents d'enfants et d'adolescents à comportement tyrannique. J'accompagne également les adultes, les jeunes adultes TDAH. Et je suis praticienne en EFT, c'est une technique de gestion des émotions, de l'anxiété, etc. Et au-delà de ça, j'accompagne aussi. Alors, le cœur de mon activité tourne autour du TDAH, mais je fais aussi des coachings classiques sur reconversion, confiance en soi, différentes thématiques. Super. Et pourquoi tu t'es spécialisée du coup dans le TDAH, toi ? Alors, je me suis spécialisée dans le TDAH parce que je suis l'heureuse maman de 3 enfants de 24, 21 et 15 ans qui ont été diagnostiqués tous les 3 TDAH. Alors, c'est vrai que je ne le savais pas au début. Donc, pendant longtemps, j'ai été dans l'entrepreneuriat. Et au fur et à mesure, à 4h30, j'étais systématiquement chez moi pour les aider, pour travailler, parce que les devoirs, ça fait partie des choses un peu compliquées. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout qu'il y avait un TDAH. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a trouvé des techniques pour travailler en mouvement, etc. Et j'ai su, le premier, c'était mon fils. Je l'ai su à 11 ans, uniquement quand il avait 11 ans. Et pour ma fille, c'était quand elle avait 19 ans, et la dernière, très tôt, à 8 ans. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai eu un changement de vie personnelle et professionnelle. Et j'ai eu envie d'accompagner les parents d'enfants qui avaient un TDAH. À la base, je voulais accompagner les parents d'enfants. Donc, j'ai commencé par faire un blog informatif qui existe toujours, mais que j'alimente pas trop parce que j'ai plus trop le temps, sur le TDAH. Après, j'ai fait une page Instagram, où on s'est d'ailleurs rencontrés toutes les deux. Et tout ça aidant, j'avais envie d'accompagner les parents, donc je me suis formée au coaching. J'ai commencé par du coaching classique pour avoir les bases, la gestion des émotions, parce que je savais, pour être passée par là, que quand on a un enfant qui est atypique, c'est compliqué. Et il fallait que je sois outillée, équipée, que j'arrive à faire face à la gestion des émotions des parents qui étaient en difficulté. Donc, c'était du coaching classique pour commencer. Et après, je me suis formée à des guidances spécifiques pour les parents d'enfants TDAH, le programme Barclay, dont je te parlerai un petit peu plus tard, le programme de résistance non violente, et plus spécifiquement, puisque c'est le sujet aujourd'hui, le coaching des adultes TDAH, des jeunes adultes TDAH, des techniques plus spécifiques pour pouvoir les accompagner. Ouais, c'est super. On en entend tellement parler qu'à la fois on connaît, mais à la fois on ne connaît pas, parce que du coup, ça véhicule aussi pas mal de représentations. Qu'est-ce que c'est que le TDAH ? Alors, le TDAH, c'est déjà pour commencer, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc d'origine neurologique. Il combine 3 caractéristiques, l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité.
le fait d'être TDAH, c'est pas juste d'être inattentif, il y a plein d'autres choses. Déjà, ça s'accompagne de comorbidités, de troubles associés, comme beaucoup d'anxiété. Ça peut être aussi beaucoup les troubles DIF. C'est pas obligatoire, mais souvent c'est ce qui se produit. Il touche environ 3,2 à 5,6% des enfants et 3% des adultes. Souvent, on me dit, mais pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est d'origine neurologique. Qu'est-ce qui justifie cette différence ? Puisque c'est neurologique. La différence, c'est parce qu'il y a des... Bon, parfois, ça peut s'atténuer un peu avec l'âge, tout ce qui est agitation, mais c'est aussi des stratégies de compensation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils ont un TDAH, mais ils ont fait en sorte de mettre des stratégies en place qui fait que, du coup, tous les symptômes peuvent diminuer. C'est ça qui justifie la différence. Avant d'aller plus loin, voici la lecture du témoignage de Margot. Bonjour, je suis Margot et j'enseigne dans un collège en REP. J'ai un TDA sans hyperactivité, donc sans le H. Il a été diagnostiqué quand j'étais en première, à 17 ans. J'ai passé un test psychométrique parce que mes parents voulaient savoir si les difficultés que je rencontrais étaient liées à un manque de travail ou à un problème de logique ou d'attention, comme beaucoup de membres de ma famille. Ça a pris du temps à être découvert parce que je commençais assez bien à l'école et dans ma vie personnelle jusqu'à ce moment-là. Mais quand j'ai pu réussir à compenser, le diagnostic de TDA est tombé. J'ai beaucoup de mal à m'organiser. J'ai 1 milliard d'idées, mais je n'arrive à en concrétiser que 2 ou 3. Pour les autres, il me faut énormément de temps. En réunion, je décroche assez vite. Je dois dessiner, gribouiller, écrire ou parler pour me concentrer sur ce qui est dit. J'adore être en classe parce que il faut être sur le pont à chaque seconde et prendre des décisions très très vite. Ça me maintient occupée et m'empêche de perdre le fil. Si quelqu'un me coupe pour donner quelque chose, ce sont les élèves qui doivent me rappeler ce que je disais. Sinon, j'arrive pas à me reconnecter seule. Je corrige qu'en faisant autre chose en même temps. Musique, série, papotage, sinon j'y arrive pas. Par contre, je suis assez efficace en correction. En classe, je fais des activités inattendues et je dois choisir mes sujets en fonction du programme, mais surtout en fonction de ce que j'aime. Sinon, j'arrive pas à le faire ou alors les élèves comprennent vite que ça me saoule. Je ne leur demande pas ce que je suis moi-même incapable de faire. Se tenir une heure entière, ne pas bouger sur sa chaise, ne pas jouer avec des stylos, tout ça est autorisé. Je m'organise avec un bullet journal pour savoir ce que j'ai déjà fait et pour me projeter à long terme. J'ai besoin que le sujet d'évaluation me plaise, sinon je n'y corrige jamais. À chaque vacances, je me fixe comme objectif de concrétiser une idée jusqu'au bout. Au quotidien, j'essaye d'avoir assez de sommeil, sinon je ne me concentre pas plus de 5 minutes. J'ai une collègue avec un TDA dans mon établissement et on échange assez souvent ensemble sur les moyens de s'organiser. Donc je me pose pas vraiment de questions, mais j'aimerais bien savoir si ça s'améliore ou empire avec le temps. J'aimerais dire aux gens que ce n'est pas un choix. On n'arrive pas à être autrement. Il faut être indulgent et ne pas se vexer si on décroche ou si on se trompe dans l'organisation. Heureusement, je suis dans un établissement ouvert où plusieurs collègues ont également un TDAE ou un TDAH et ils comprennent plutôt bien. Quand on découvre son TDAH, c'est plus important de se dire que ce n'est pas grave. On vit bien avec et ça peut même être un soulagement de le savoir. Ça permet de mettre des stratégies en place et ça vaut beaucoup mieux ainsi. J'ai hâte d'écouter ton épisode. Et continuons avec les symptômes. Pour t'expliquer un peu les symptômes, alors l'inattention, c'est le fait d'avoir du mal à se concentrer sur une tâche, parce que quand on a un TDAH, toutes les informations arrivent en même temps. Ça veut dire ce que la personne, elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle ressent. Il n'y a pas d'information. Par exemple, un enfant qui peut être en train de travailler, il y a un petit oiseau qui passe, et du coup, il s'arrête. S'il est contrarié, il va s'arrêter. Ça arrive en même temps. Ça peut être aussi, pour les adultes, quand tu es dans une conversation, ça c'est ce qu'on me dit en coaching. La personne, souvent, on me dit, je suis là, mais je ne suis pas là. C'est-à-dire que tu es dans une conversation, ça ne t'intéresse pas. Mais du coup, ton esprit va partir ailleurs. Ouais, tu décroches. Tu décroches. Après, l'impulsivité, c'est le fait d'avoir des difficultés à gérer ses émotions. Ça peut être de l'impulsivité verbale aussi, l'action qui précède la pensée, et de façon générale, compliqué de se contrôler. Et le troisième, c'est l'hyperactivité. C'est un besoin incessant et incontrôlable de bouger. On ne peut pas faire autrement. Et pour les enseignants, du coup, ça va être des enfants qui vont beaucoup bouger, mais pas que ça. Ça veut dire que le TDAH, ça peut être aussi être dans la lune. C'est vrai qu'on a tendance à le voir par des enfants qui bougent, mais
Pour les filles, par exemple, pas que pour les filles, il y a aussi des garçons qui sont juste dans leur bulle, etc. On peut passer à côté parce qu'il n'y a pas d'agitation. Ouais. C'est aussi ça le TDAH. Ouais. Bah, c'est vrai que quand on l'écrit, il y a c'est TDA/H. Voilà. Et du coup, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on a tendance à penser que c'est de l'hyperactivité. Et d'ailleurs, c'est tomber un peu dans le langage courant. On va dire, ah, t'es hyperactif. Et Ouais. puis, penser que parce que quelqu'un bouge beaucoup, forcément, il a un TDAH. Et que si quelqu'un, du coup, ne bouge pas, il en a pas. Alors qu'il y a vraiment cette idée-là de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc, on peut avoir un TDA sans le H et du coup avoir un déficit de cette attention et être juste dans l'inattention. C'est exactement ce que tu dis en fait. C'est-à-dire qu'à la base, c'est la même chose. Il y a un déficit de l'attention. Soit il y a un déficit de l'attention et on bouge, soit il y a un déficit de l'attention et on bouge pas, mais il y a une agitation interne dans tous les cas. Donc en fait, finalement, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a agitation en plus ou en moins. Ouais. C'est intéressant, je trouve, de mettre ce mot-là, agitation interne. C'est-à-dire qu'il y a une agitation interne qui fait qu'on a du mal à fixer son attention ou qu'on a du mal à retenir ses actions et donc on est dans l'impulsivité. Même si ça ne veut pas dire être impulsif surtout tout le temps. C'est pas non plus un trait de caractère, c'est plus dans les fonctions exécutives, de ne pas réussir à se contrôler, à se retenir sur plein de choses. Et on peut, en plus, du coup, avoir cette agitation à l'extérieur. Et dans ce cas-là, c'est là qu'on va parler d'hyperactivité. C'est ça. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que le problème, c'est qu'il y a par rapport aux fonctions exécutives, alors les fonctions exécutives, c'est ce qui permet d'organiser, de prioriser, de contrôler ses émotions. C'est aussi la motivation, l'inhibition, le changement de tâche qui est difficile. Et le problème, c'est que ça, c'est des choses qui sont inhérentes au TDAH. Ça n'a rien à voir avec le caractère. Et le problème, c'est que les gens qui ne comprennent pas bien le TDAH ont l'impression de « Ah, ben toi, t'es impulsif ». Mais en fait, non. Oui, la personne est impulsive, mais c'est inhérent au TDAH. Et c'est important C'est compliqué de faire le distinguo entre les deux parce que ça s'imbrique, évidemment. Écoutons la lecture d'un nouveau témoignage. Bonjour, je suis professeure des écoles. Donc mon TDAH a été diagnostiqué par un neuropsychologue puis par un psychiatre à l'âge de 35 ans. En fait, il y a quelques années, mes collègues ont commencé à penser que j'étais HPI et finalement, après une série de consultations, il s'est avéré qu'ils avaient raison, mais qu'en plus du HPI, on m'a aussi diagnostiqué un TDAH et une dyslexie. Et donc, en fait, dans ma vie quotidienne, ça se manifeste de plusieurs façons. Par exemple, en réunion, je suis souvent assez impulsive et trop enthousiaste, ce qui rend un peu la gestion de mes émotions compliquée parfois. Et puis, quand je travaille, j'ai toujours plusieurs écrans allumés en même temps. C'est ma façon à moi de rester stimulée. Mais je comprends que cela peut être... que ça puisse être difficile à comprendre pour les autres. Après, je ne sais pas si c'est lié au TDAH, mais j'ai une grande humanité vis-à-vis des adultes et des enfants. Et puis, je suis très créative, surtout lorsqu'il s'agit de projets ou de différenciation pédagogique. Par contre, je rencontre aussi pas mal de difficultés au niveau du boulot. Par exemple, je me sens souvent submergée émotionnellement lorsque j'arrive pas à aider un élève ou lorsque mes collègues sont plus lents que moi. Et puis en réunion, mon impulsivité peut poser problème parce que j'ai du mal à rester en place et puis ça peut être fatigant pour mes collègues. Et une autre difficulté, c'est que j'ai du mal à gérer les tâches administratives. Donc pour mieux gérer mon quotidien, j'ai mis en place quelques habitudes. Je vais à l'école le mercredi matin parce que je suis seule et que c'est plus facile pour moi de me concentrer et de ranger tout mon bazar. Et puis tous les matins, j'arrive assez tôt aussi pour mieux m'organiser. Et puis, je me pose souvent des questions sur la manière dont les autres collègues atteints de TDAH arrivent à tenir sur une période complète, quelles stratégies ils mettent en place pour gérer l'administratif notamment, et puis comment ils font pour maîtriser leur impulsivité en réunion. Et puis, je pense que si j'avais une coach, j'aimerais bien travailler sur... l'instauration d'habitudes pérennes qui tiendraient au moins jusqu'aux vacances.
Voilà, moi je pense qu'il est important que les autres personnes comprennent qu'on ne fait pas exprès de prendre les choses à cœur, de réagir rapidement ou d'oublier des tâches. On n'est pas des enfants, même si nos émotions peuvent parfois nous jouer des tours. Et puis cette année, j'ai changé d'école et j'ai commencé à parler de mon TDAH à mes collègues et ça n'a pas posé de soucis. Je pense que c'est important de prendre le temps quand on découvre qu'on a un TDAH, de faire des petits pas. C'est pas toujours facile de valoriser ce qu'on dit, mais avec du temps et avec de la compréhension, c'est possible. Cela étant, c'est vrai que les personnes qui sont très, très impulsives, ça peut être compliqué pour eux, ça peut leur gâcher la vie. Et c'est vrai qu'en coaching, c'est souvent une demande. C'est-à-dire, voilà, je sais que je suis très impulsif, j'ai du mal à faire autrement, je peux partir très rapidement quand je suis contrariée, je peux me mettre en colère, etc. Et j'aimerais trouver des stratégies pour éviter d'être comme ça, parce que moi, ça pourrit la vie. Et donc après, c'est la personne qui demande de trouver des stratégies, comme essayer de... Il y a plein de stratégies. C'est pas facile, on dit pas que c'est facile, mais essayer de prendre de la distance, faire un petit exercice de respiration quand on sent que ça monte trop. Donc après, c'est vrai que l'entourage le sait et s'adapte, mais la personne, parfois, peut avoir envie de mettre en place des stratégies. Et nous ponctuons avec un autre témoignage. Bonjour, je suis enseignante avec un TDAH et un HPI. J'ai compris que j'avais un TDAH pendant ma formation au KPSH. J'avais 35 ans à ce moment. Dans ma vie professionnelle, ça se manifeste de plusieurs façons. J'ai constamment besoin de changements, de mouvements et de déplacements. Je ne peux pas rester assise plus de 30 à 45 minutes si je suis avec des élèves. En réunion, je n'ai pas le choix, je fais avec et c'est vraiment difficile pour moi. Je décroche extrêmement vite si je dois écouter sans agir. Mon atout, c'est que je comprends parfaitement les élèves qui ne peuvent pas rester assis 6 heures par jour. Pour gérer mon TDAH, je bouge dès que possible et je varie constamment mes activités pour rester engagée et concentrée. Je ne parle pas souvent de mon TDAH au travail. Mais pour mieux expliquer ce trouble concernant les élèves, j'utilise les infographies de Laura Marie. Et elles sont très utiles pour montrer que ce n'est ni volontaire, ni une question de manquer d'efforts. Je pense qu'il est important de partager ses expériences pour mieux se comprendre et s'entraider. Merci! Ce qu'on vient de dire là, c'est en tout cas qu'il y a pas mal de représentations et de clichés liés au TDAH, et notamment cette histoire d'hyperactivité qui obstrue un peu les choses, parce qu'on a parfois du mal à détecter, à voir d'autres situations de TDAH parce qu'on est focalisé sur l'hyperactivité. Et donc, ça peut être aussi sans hyperactivité. Et je discutais avec une copine il n'y a pas très longtemps, justement, qui s'est fait diagnostiquer à son TDAH. Et elle me disait que sa neuropsychologue lui disait, en fait, comme c'est un déficit de l'attention, donc on peut avoir tendance à perdre son attention, mais à l'inverse, comme c'est un dysfonctionnement de l'attention, à l'inverse, on peut être aussi hyper focalisé sur une tâche. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on ne peut pas du tout se concentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où il y a de la motivation, c'est beaucoup plus facile. Bon, ça, c'est valable chez tout le monde, mais encore plus quand on a un TDAH, parce que ce qui fonctionne dans les fonctions exécutives, il y a plein de choses, comme on en a parlé juste avant, mais il y a aussi la motivation. Ça veut dire que si tu es motivé, tu peux faire de l'hyperfocalisation. Encore quelqu'un que je coach hier me disait, tu peux rester 2h30, 3 heures sans manger, concentré, parce qu'en fait, quand ça t'intéresse, tu peux être super concentré. À la limite, plus rien n'existe autour de toi. Et ça aussi, c'est problématique, parce que du coup, il y a des personnes qui mangent pas, qui sautent des repas, qui sont complètement focus, qui n'arrivent même plus à faire autre chose. Donc, dans les deux sens, c'est ennuyeux. Et ça n'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on peut pas se concentrer. Parce que les parents disent, oui, mais du coup, il dit qu'il a un TDAH et il reste des heures devant l'ordinateur, par exemple, ou aux jeux vidéo. Mais ça, c'est parce qu'en fait, ça les intéresse et qu'il y a des addictions à plein de choses quand on a un TDAH. Donc, c'est pas incompatible. On peut faire les deux. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment une information importante à avoir pour contrer un peu certains clichés.
de comprendre que du coup, ce dérèglement de l'attention, ce dysfonctionnement de l'attention, il peut aller dans les deux sens. À la fois dans un manque d'attention, une difficulté à rester concentré, et à la fois dans de l'hyperfocalisation et une difficulté à décrocher. Et ça peut aider aussi les enseignants à comprendre certains de leurs élèves qui ont un TDAH et qui, par exemple, ont du mal à décrocher à la fin d'une activité, à la fin de la récréation. Exactement. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, surtout pour la récréation, par exemple, parce que pendant la récréation, 10-12 minutes, il y a beaucoup d'agitation, ils sont contents, etc. Il y a une difficulté à gérer les émotions. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour un enfant qui a un TDAH de revenir, de se remettre au travail, de se calmer, alors qu'il était dans la cour, il a joué, il était content, etc. Ça, c'est compliqué. Et dans le TDAH, le dysfonctionnement des fonctions exécutives, c'est compliqué. Le changement de tâche, et rentrer dans une tâche et en sortir. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont compliquées. Donc, quand il termine un exercice, d'enchaîner sur une autre matière, ça peut être compliqué de se mettre au travail. Ouais. Et là, ça me permet aussi de refaire le lien avec les enseignants, parce que ça peut avoir un impact avec les enseignants donc qui ont un TDAH. Oui. Ça peut être le changement d'activité, tu vois, ça peut être quelque chose qui peut avoir à la fois un impact sur leur travail personnel à la maison, quand on travaille et du coup il y a pas de cadre horaire imposé et donc où on peut rester, donc on a dit, hyper focalisé sur sa correction de copie, sur la préparation de sa séance, sur telle chose, et qu'on va avoir du mal du coup aussi à changer d'activité. Et ça peut aussi être dans la classe, un enseignant concerné par le TDAH, il peut du coup aussi lui-même être hyper focalisé dans sa séance avec ses élèves et avoir du mal à changer d'activité. C'est ça, parce que tout ce qui concerne les enfants TDAH concerne aussi les adultes TDAH. C'est vrai que les parents attendent plus de choses des enfants quand ils grandissent, mais les fonctions exécutives, elles dysfonctionnent toujours. Donc ce que tu dis, c'est tout à fait exact. Ce qu'on voit chez les enfants, on voit chez les adultes. Quand tu parlais de corriger les copies, moi j'ai déjà accompagné des profs et TDAH, et c'est vrai que ça, par exemple, c'est problématique. La correction des copies, ça peut être compliqué, parce que d'abord, pour n'importe quel prof, je suppose que ça doit être un peu fastidieux, long, etc. Alors, quand tu as un TDAH, c'est encore plus compliqué. Le fait d'avoir, je sais pas moi, une soixantaine de copies, je me rends pas compte si c'est 30, c'est 60, s'il y a plusieurs classes, ça peut être super anxiogène de voir tout ça à corriger. Donc, ça veut dire, c'est mettre en place des stratégies pour décomposer en petits morceaux, etc. Pareil pour ce que tu disais, quand on est focus dans une matière, peut-être que c'est compliqué d'arrêter, de changer de tâche. En fait, c'est les mêmes problématiques, que ce soit des adultes ou des enfants, finalement. Ouais. Et il y a aussi la gestion du stress, parce qu'on sait que quand il y a un TDAH, il y a beaucoup d'anxiété, et on sait que chez les profs, même sans TDAH, il y a beaucoup d'anxiété. Donc tout ça combiné, ça peut augmenter. Ouais. Écoutons la lecture du témoignage d'une autre enseignante. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai découvert mon TDAH il y a 2 ans, après que mon fils aîné ait été diagnostiqué. Pendant longtemps, j'ai mis de côté mes propres difficultés, mais à 40 ans, mes symptômes ont explosé. J'ai alors entamé un suivi neuropsychologique, consulté des psychiatres et commencé une médication. Dans ma vie professionnelle, ça se manifeste par exemple par une incapacité à me poser. Je suis partout à la fois avec 1000 idées à la minute. Cette surstimulation entraîne souvent une grande fatigue. Pour gérer mon TDAH, j'ai un suivi psychologique. Je prends des médicaments, je participe à des séances psychoéducatives et je fais beaucoup de sport. Je me pose souvent des questions sur comment garder la motivation face au rituel, indispensable pour les enfants. Car la notion d'ennui est un défi constant pour moi. J'aimerais bien me faire accompagner, notamment pour la gestion des émotions face aux imprévus, la gestion de la pression et la communication avec mes collègues. J'aimerais aussi que mes collègues comprennent mon besoin d'être respecté lorsque je m'isole. J'ai besoin de ces moments de répit pour mieux revenir et être efficace. Je trouve qu'il est également important de bien s'entourer et de lire sur le TDAH. Ce trouble est compliqué, mais il est possible de l'apprivoiser pour mieux vivre au quotidien. Donc là, tu nous as dit hyperactivité, difficulté d'attention, et donc attention qui décroche ou hyperfocalisation. Les conséquences, donc, il y a difficulté à changer de tâche. Est-ce qu'il y a autre chose, difficulté à gérer le temps?
Alors exactement. La gestion du temps chez les personnes TDAH est élastique. Ça veut dire que ça veut rien dire. C'est pour ça qu'on essaie d'utiliser des outils extérieurs comme des rappels, des montres, etc. Parce que c'est pas la même notion du temps que les autres. Ça veut dire ça peut être compliqué d'arriver à l'heure, compliqué de pas rater un rendez-vous. Ça va être aussi problème d'organisation, gestion du temps, gestion des émotions. Souvent le côté perfectionniste. Après, ça peut être aussi, si on a un TDAH et on a du mal avec ses propres émotions, ça peut être compliqué d'avoir 3 ou 4 enfants, parce qu'en général, dans les classes, c'est 3%, enfin 3 enfants, pardon. Donc, ça veut dire que ça peut être compliqué des enfants qui ont du mal à gérer ses émotions si le professeur a lui-même du mal à gérer ses émotions. Ça va être organiser, prioriser, c'est compliqué. Il y a souvent une certaine lenteur. Maintien de l'effort, ça peut être compliqué. Donc tout ça, autorégulation, inhibition, ça peut faire partie des choses compliquées. Par exemple, sur autorégulation, inhibition, dans quoi ça pourrait se traduire pour un adulte? Autorégulation, comme on parlait par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, ça va être complication à gérer son temps. Par exemple, ça va être compliqué à organiser son emploi du temps. Ça va être de pas sauter des repas, par exemple, de se réguler, de passer trop de temps sur quelque chose et pas assez sur autre chose. Ça va être vie personnelle, vie professionnelle. Après inhibition, ça va être des personnes sans filtre. Ça arrive très très souvent. Je pense par exemple je pense à ça parce que c'était la semaine dernière, j'ai fait une publication, enfin j'ai fait une vidéo sur le TDAH parce que c'était la journée du TDAH et il y a un de mes followers, une femme en particulier, qui m'a dit, c'était très drôle. J'ai vu votre vidéo. J'ai regardé votre vidéo, c'était vraiment trop long. Alors je me demande si c'est en rapport avec le TDAH parce que c'était la fin de la journée. Voilà. Donc ça veut dire sans filtre. C'est-à-dire que tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Sans réfléchir à ce qui va se passer, si ça peut froisser la personne qui est en face. Bon, moi, je l'ai pas mal pris parce que c'était très mignon comment c'était formulé, mais l'inhibition, c'est ça. Ça veut être dans les gestes, mais aussi dans les paroles. Compliqué de pas dire ce que tu penses, même si c'est compliqué d'imaginer les conséquences. Voilà, c'est ça l'inhibition. Ouais, et pour autant, avec peut-être ce qui ne veut pas dire que la personne n'en a rien à faire et que la personne ne tient pas compte des autres, etc. Parce que du coup, derrière, il peut aussi y avoir dans la gestion des émotions, quand la personne elle est toute seule ou qu'elle rentre après elle, qu'elle s'en veut, qu'elle culpabilise, etc. Mais que malgré tout, elle n'est pas en mesure de se promettre de ne pas recommencer. Exactement, parce que l'action précède la pensée. Et une fois que et souvent on me le dit ça, je peux pas m'empêcher de dire quelque chose, la personne me dit ça, et du coup après je me rends compte que j'aurais pas dû le dire, et ça froisse la personne qui est en face de moi, mais c'était trop tard, donc après je me sens coupable, tout ce que tu viens de dire en fait. Ouais. Ok, donc on a dit gestion du temps, ça on a vu, gestion du temps, s'organiser, prioriser, ça peut être compliqué, changement de tâche, ça peut être compliqué à cause justement de l'hyperfocalisation ou de maintenir en tout cas une certaine rigueur dans sa routine. Ça va être compliqué si on se fixe des habitudes. Et là, je pense à des personnes que j'ai accompagnées, c'est-à-dire que des personnes de bonne intention qui se disent je vois que mes collègues ils fonctionnent comme ça, moi aussi je vais faire ça et je vais faire ça et je vais faire ça et tel jour je vais faire ça et ensuite je vais faire ça et ensuite je vais faire ça. Sauf que du coup la difficulté à s'autoréguler, à maintenir cette autodiscipline intervient. Et en fait, derrière, ça amène un sentiment d'impuissance, d'incapacité, d'incompétence, de dire de toute façon je suis pas capable de tenir ce truc-là, etc. Et du coup, quand on n'a pas identifié que c'était lié au TDAH, quand on n'a pas identifié qu'on a un TDAH, ça peut créer vraiment une mauvaise vision de soi par rapport aux autres. Mais c'est complètement exact ce que tu dis parce que, alors par exemple, on sait que 55% des femmes sont diagnostiquées plus tardivement parce qu'elles sont souvent à profil inattentif. Et c'est vrai que le fait de se comparer aux autres, ça sert à rien. Chez les TDAH, il y a souvent un côté perfectionniste qui fait que mettre beaucoup de choses à faire sur les to-do list et finalement ne pas réussir à les faire et se sentir impuissant, incapable, se dire qu'on n'y arrivera jamais, etc. Donc ça fait partie du coup, baisse de l'estime de soi. Et ça fait partie de ce qu'on travaille systématiquement chez les TDAH, l'estime de soi. C'est compliqué de ne pas être comme tout le monde. C'est compliqué de se dire, parce qu'il y a des personnes qui considèrent que parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser, ils sont bêtes.
il manque d'intelligence. Le nombre de fois où je l'entends, ça. Alors qu'en fait, c'est en rapport avec les fonctions exécutives, ça n'a rien à voir. On peut être très intelligent et avoir des difficultés à s'organiser, comme des choses de la vie quotidienne, se brosser les dents, etc. Et par rapport à ce que tu disais juste avant, des difficultés à changer de tâche, c'est aussi dû à un manque de flexibilité cognitive. Il y a une certaine rigidité qui fait que c'est compliqué. Ouais. Ouais. Et du coup, le fait de savoir tout ça, je trouve que ça permet en tout cas d'aller intentionnellement mettre en place des stratégies qui soient adaptées et pas de calquer sur un mode de fonctionnement un peu neurotypique ou avec quelqu'un qui n'aurait pas de TDAH et qui n'aurait pas ces difficultés-là et donc qui peut juste se mettre son emploi du temps et puis essayer de s'y conformer, alors que c'est pas impossible de se mettre un petit peu de cadre quand on a un TDAH, c'est juste qu'il faut s'y prendre autrement, quoi. C'est ça, parce que tu peux pas, c'est ce que tu disais, tu peux pas te calquer sur quelqu'un qui n'a pas de difficulté à s'organiser. Donc c'est vrai que c'est des stratégies très différentes et entre collègues, etc. Et de façon générale, on a tendance à se comparer. Quand moi j'arrive pas, j'aimerais faire exactement ce que tu fais, mais en fait c'est pas possible. Il faut agir avec son mode de fonctionnement, avec ses difficultés pour contourner et prendre des stratégies qui seraient adaptées au TDAH finalement. Ouais. J'ai envie de passer sur l'agitation, parce que là, je suis en train de penser à une auditrice qui m'a envoyé son petit témoignage et elle raconte comment cette agitation, elle est visible. Et je vous laisse écouter un autre témoignage. Je suis professeure des écoles stagiaires dans une école maternelle, en grande section. Mais c'est un sujet qui est très frais pour moi, hein, donc... ça fait que quelques mois que je vis avec cette connaissance de ça. Et ma fille aussi, en fait, je m'en suis rendu compte au départ, en observant ma fille. À partir du moment où j'ai appris, où j'ai eu la certitude que j'avais ce trouble, tous les symptômes se sont exacerbés. Les oublis, la pensée qui ne s'arrête pas, les insomnies... Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Le fait de parler très vite, le fait d'avoir 1000 idées en même temps, le fait d'être capable de me focaliser sur un sujet pendant 24 heures sans lâcher prise, et puis d'un coup, ça ne m'intéresse plus. Voilà, c'est devenu assez puissant, et donc j'en ai parlé très rapidement à la TSEM avec laquelle je travaillais, pour qu'elle puisse... pour qu'elle puisse le savoir, et puis pas forcément s'adapter, mais au moins être compréhensive et pas se moquer de moi, ce qui c'est une inquiétude, c'est que j'avais un peu peur qu'on se moque de moi, comme je suis nouvelle dans le métier. Voilà, donc une fois qu'elle l'a su, je dirais que ça a été pas forcément plus simple. Je suis pas sûre que je le redirais aujourd'hui. Je me rends compte quand même que ce TDAH, ce trouble, me donne la capacité de produire très très rapidement quelque chose pour des élèves. Alors peut-être que j'ai pas le recul nécessaire pour savoir si c'est qualitatif, mais par exemple, à chaque fois que je prends quelque chose, je le recommence à midi parce qu'en fait j'ai une autre idée. Et en général, quand je laisse complètement parler mon intuition, je travaille beaucoup plus efficacement et je vais à l'essentiel. Et en fait, c'est toujours... moi, ça me plaît beaucoup, quoi. Faire 25 masques de carnaval pour les élèves en 40 minutes montre en main, en fait ça ne m'effraie pas. C'est-à-dire qu'à l'avance ça va me faire peur, mais si on me le dit sur le coup, là tu as 35 minutes pour faire 25 masques, aucun problème. Je sors les cartons, je trouve la personne qui va m'aider, j'explique le projet. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être en face de soi, d'être à côté de gens, des ATSEM ou des profs, qui ne seront pas jugeants là-dessus et qui vont se laisser porter en fait. Ah oui, il y a une chose que je fais quand même qui m'aide vraiment beaucoup, c'est de prendre pour moi, seule dans ma classe, du temps le matin. Observer quelqu'un qui a un TDAH, qui prépare sa journée, ça peut être assez impressionnant. C'est-à-dire que je vais aller prendre un café, je vais l'oublier en salle de réunion, je vais revenir, je vais prendre des feuilles, je vais dire ah non finalement je vais pas faire ça, je vais faire ça. Je prends un stylo, je vais le laisser là-bas dans le couloir, ensuite je vais passer aux toilettes, je vais oublier mon café que j'ai récupéré aux toilettes, après. Donc ça peut être assez vertigineux, je vais aller prendre des feuilles quelque part, je vais commencer à en couper certaines puis je vais arrêter parce que j'ai changé d'idée. Donc le fait d'être seule, ça permet aussi de laisser cette petite bête folle s'agiter dans tous les sens, quoi. Et sans être observée, sans être jugée.
Je sais que voilà, moi, pendant 1h15 le matin, je fais n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Mais je sais aussi que quand les élèves arrivent, tout est prêt. Enfin, j'ai imaginé la scène. Ça peut être parce que tu arrives au travail, parce que tu es contente, parce que tu as plein d'énergie, parce qu'il se passe plein de choses. Et du coup, c'est intéressant parce que donc elle accueille ce mode de fonctionnement. Et je pense que ça passe par là, le TDAH. Même dans l'accompagnement, ça m'est déjà arrivé d'accompagner 1 ou 2 personnes qui n'accueillaient pas la situation, qui n'acceptaient pas le TDAH. J'ai vite arrêté. Parce que si tu n'acceptes pas la situation, du coup, il y a beaucoup de colère qui se transfère sur le coach, etc. Donc, je pense que ça fait partie du cheminement d'accueillir, d'accepter, pour pouvoir mettre en place des stratégies. Et c'est ce que tu me dis, elle sait qu'elle est comme ça lui convient, elle sait que dans tous les cas, elle a besoin de ce petit sas d'agitation, et après, elle sera prête. Donc, voilà, c'est... Et je trouve que quand on accueille cette particularité, ça rend les choses tout de suite plus simples, plus possibles. C'est-à-dire qu'on peut en faire aussi un atout. On peut accepter les manifestations de son TDAH, les laisser aussi s'exprimer, parce qu'en fait, c'est pas que des trucs pénibles qui nous empêchent de vivre. Au contraire, on peut aussi transformer ça en atout. Bien sûr. Alors, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, ça c'est sûr et certain. Parce que y en a beaucoup des atouts. Enfin, il y a de la créativité, de la sensibilité, le fait d'avoir beaucoup de pensées, de penser différemment. D'ailleurs, je sais plus, je lisais un article où il disait que c'était intéressant d'embaucher des personnes neuroatypiques parce qu'ils n'ont pas le même fonctionnement que tout le monde, et ça apporte des choses différentes. Ouais. Si on faisait une petite liste là, donc des atouts du TDAH pour aider les personnes qui ont un TDAH ou les personnes qui vivent avec, qui côtoient les personnes avec un TDAH, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme liste? Alors, les personnes qui ont un TDAH, parce que c'est vrai que les personnes qui ont un TDAH, ils n'aiment pas trop, d'ailleurs je comprends, pas qu'ils sont, parce que du coup, voilà. Alors ça serait, en premier lieu, je dirais de la créativité, ce qui est souvent le cas, parce que le fait de penser différemment, d'avoir beaucoup de choses en tête, d'avoir des pensées en arborescence, même si ça concerne toutes les personnes HPI, de penser hors du cadre, ça fait qu'il y a beaucoup de créativité. Je dirais l'intelligence émotionnelle, la sensibilité, de ressentir des intuitions, de sentir les gens, etc. Ça, je le vois beaucoup en coaching. De la résilience quand même, parce qu'on va dire que c'est pas facile d'être hors du cadre, d'avoir des problèmes d'organisation, de se faire reprendre, qu'on dise que tu es impulsif, etc. C'est compliqué. De la détermination, parce que par exemple, quand tu es prof et tu es TDAH, il y a beaucoup de mérite quand même, parce qu'il faut gérer une classe, il faut s'organiser, corriger des copies. Je dirais aussi le sens de l'humour, de l'autodérision. Et bon, je pourrais en parler des heures. Mais et moi, j'ai envie d'ajouter à ta liste comme force, et encore plus pour les enseignants, c'est la capacité à passer à l'action et la force de travail, c'est-à-dire l'énergie là qui permet, peut-être aussi d'aller au bout des projets, d'entraîner, d'impulser aussi les autres, parce que toi tu parlais de l'énergie qu'on peut avoir quand on arrive au travail et qui va créer aussi de l'agitation extérieure, mais cette agitation-là, il y a plein de moments où c'est être bout en train, c'est aussi pouvoir y aller quand personne n'a envie d'y aller, c'est tout ça en fait. Cette énergie-là, c'est aussi une force motrice un peu. Exactement, être bout en train, c'est ça. Alors après, ça peut être, même si c'est dans la lune, mais c'est une façon particulière de fonctionner. Et c'est vrai qu'on parle souvent des défauts, des problèmes, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'atouts, il y a beaucoup de qualités. Il y a d'ailleurs des entrepreneurs qui ont un TDAH et qui ont quand même réussi. C'est pas un frein, on va dire. Et voici un autre témoignage d'enseignante. Pour moi, le TDAH, ça a commencé par un diagnostic, parce qu'avant ce diagnostic, j'avais jamais envisagé que je pouvais être porteuse de TDAH. J'allais faire un bilan neuropsy pour essayer de mieux me comprendre et de mieux comprendre mon fonctionnement. Et puis finalement, très rapidement, la professionnelle m'a dit qu'elle avait cette hypothèse-là, qui a été confirmée après. Donc ça a été une surprise, et je pense qu'en fait c'est parce que quand on est diagnostiqué adulte, on a toutes nos années de vie qui ont fait qu'on a
on a fait avec notre personnalité et nos traits de personnalité qui deviennent comme normaux, qui deviennent des choses plus ou moins lourdes à porter, lourds à porter. Mais bon, on n'imagine pas que peut-être ça vient de quelque chose, quoi, d'un trouble. Enfin voilà, on se dit juste c'est notre caractère. Bon, je suis un peu émotive, je suis souvent en retard, je suis un peu speed. Ah oui, j'oublie des choses, je vais dans la cuisine et j'oublie pourquoi, et puis finalement je fais 1000 choses en même temps, et puis j'aime bien me rajouter de la charge de travail, j'ai besoin de stimulation intellectuelle, ok, c'est comme ça fait partie de moi. Et finalement, le fait de poser un diagnostic, moi ça m'a un peu troublée, ça m'a étonnée. À la fois, j'étais pas complètement éloignée de cette idée parce que j'envisageais ce trouble pour mon fils. Et puis voilà, là finalement il se trouve que c'est moi qui suis porteuse de ça, peut-être mon fils aussi, mais ça on le saura plus tard. Donc c'est un étonnement et puis quand même une sorte d'éclairage sur plein de choses, plein de choses que je vis dans mon quotidien en fait et qui d'un coup sont expliquées un peu différemment et voilà, ça je peux dire que quand même ça fait du bien. Et puis du coup, ce que ça m'apporte depuis que je sais ça, alors c'est plutôt une sorte quand même un peu une sorte de soulagement, c'est-à-dire que un soulagement dans le sens où justement, comme ça éclaire certaines façons de fonctionner, certains traits de ma personnalité, ça me les explique et c'est plus juste moi qui suis un peu fragile ou un peu désorganisée ou qui me rajoute une charge comme si j'étais un petit peu maso, quoi. Là, ça m'aide à comprendre ça et du coup, quand même, ça m'aide à reconquérir, on va dire, un petit peu d'estime de moi. Voilà, c'est l'idée que c'est pas juste que j'ai des fragilités, mais qu'en fait j'ai juste un fonctionnement neuronal un peu différent, quoi. Que mon cerveau s'est développé différemment et c'est ce qui fait que j'ai ces particularités-là. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que je vais aussi plus facilement les accepter finalement, ces traits-là qui peuvent être quand même pesants, quoi, dans le quotidien. Et puis une fois qu'on a ce diagnostic, c'est un petit peu bizarre de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que pour soi-même, c'est intéressant et moi je me renseigne, je lis, j'essaye de mettre plein de choses en lien. Je comprends qu'il y a différents degrés aussi, que moi ça m'a jamais impacté dans ma vie, dans mes études, parce que j'avais des processus de compensation et que tout le monde ne manifeste pas les symptômes de la même façon. Moi j'ai pas mal de symptômes mais qui sont plutôt modérés. Voilà. Et après c'est aussi la question, donc pour soi, ça éclaire, on creuse et puis là je suis encore dans le chemin. Et puis c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on en fait par rapport aux autres. Est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas? À qui on le dit? Dans quel but? Je me suis rendu compte que parfois ça pouvait être compliqué de se confier là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues un petit peu sur le TDAH et sur l'idée d'une mode et sur le fait que justement un TDAH c'est forcément quelqu'un qui peut pas s'arrêter, qui est toujours en mouvement, qui peut pas s'arrêter, et ce qui me caractérise pas vraiment. Donc à qui on en parle? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que c'est juste pour soi? Voilà, tout ça c'est... Et en parlant quand c'est de l'entourage proche, quoi, la famille, les parents, moi pour ma part c'est plutôt bienveillant, mais ça les questionne aussi sur pourquoi on l'a pas vu avant, est-ce que d'où ça vient, puisqu'il y a un caractère quand même un peu héréditaire dans tout ça, donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et à la fois qui peut aussi, je pense, éclairer d'autres gens. Moi, ça va m'aider aussi dans ma parentalité, de mieux me comprendre et peut-être, on verra par la suite, mais de mieux comprendre mon enfant, mais de savoir aussi comment gérer tout ça. Et puis, voilà, en tout cas, c'est une vraie question, je pense, de se dire qu'est-ce qu'on fait de ce diagnostic, de quelle façon on s'en sert, de quelle façon on en parle et on communique dessus ou pas. C'est des choix qui dépendent de chacun, je pense. Qu'est-ce qui aide à dompter son TDAH quand on en a? Alors, comme je te disais juste avant, parce que je pense que c'est important, dans un premier temps, je dirais que c'est de l'accepter. C'est-à-dire que l'annonce du diagnostic,
c'est toujours un moment un peu particulier. Soit c'est une révélation parce que du coup la personne se dit mais en fait je comprends toute ma vie, parce qu'il y a des personnes qui se font diagnostiquer très tard, qui pensaient qu'ils étaient incapables, qu'ils pouvaient pas s'organiser, et du coup ils comprennent que non, en fait tout va bien, c'est une difficulté. Quand il y a cette annonce du diagnostic, ça prend un petit temps pour s'habituer, pour accepter, mais je pense que ça commence par là. Une fois qu'on a accepté la situation, c'est important de se renseigner sur comment fonctionne, faire de la psychoéducation, se faire accompagner. Si on n'a pas envie de se faire accompagner, lire, pour comprendre son mode de fonctionnement. Et puis après, une fois que tu as compris ton mode de fonctionnement et que tu as accepté, de mettre des stratégies en place pour contourner tes difficultés, s'appuyer sur ses qualités, sur ses forces pour pouvoir avancer. Ça me paraît important de comprendre comment tu fonctionnes. Pour toutes les personnes TDAH ou autres, de toute façon. Voilà. Évidemment, dans le coaching, c'est un peu ce qu'on fait aussi tout le temps. Donc, tu prêches auprès d'une convaincue. Mais la connaissance de soi. Et c'est valable pour le TDAH, mais c'est aussi valable pour le HPI, pour les TSA, etc. C'est vraiment de se connaître, parce que quand on se connaît, quand on connaît notre mode de fonctionnement, quand on sait ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, on va éviter la situation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la comparaison un peu toxique avec les autres. On se dit les autres font comme ça, moi je fais pas comme ça, du coup ça fonctionne pas. C'est aussi retrouver de la valabilité, j'ai envie de dire, mais se dire ma façon de faire, elle vaut pas moins que la façon des autres. C'est juste un autre chemin et on y arrive quand même. Et en plus, moi, ça me convient. Je vais plus vite comme ça. Je fonctionne mieux comme ça. Je suis plus dans le plaisir en fonctionnant comme ça. Et j'ai l'impression que c'est quand même globalement ce qu'on vise en général dans les coachings. Bien sûr. Alors, c'est vrai que tu parlais de HPI. C'est vrai que ça m'arrive de plus en plus d'accompagner des personnes qui sont TDAH et HPI. Double exceptionnalité. Donc, dans ces cas-là, de comprendre qu'il y a beaucoup d'anxiété, que de toute façon c'est comme ça, il y aura toujours beaucoup de pensées, que c'est compliqué d'arrêter le cerveau. C'est un ensemble de choses, et après on trouve des stratégies pour compenser toutes ces pensées dans tous les sens. Ouais. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est finalement si on se pense qu'on a un TDAH, si on veut savoir, comment on fait en fait? Alors, si ça concerne des enfants, c'est donc il faut aller voir un pédiatre ou un psychiatre ou un pédopsychiatre spécialisé dans le TDAH qui donnera un bilan à faire chez un neuropsychologue. Donc, il faut aller voir un neuropsychologue, faire un bilan et retourner avec ce bilan chez le psychiatre, parce qu'il n'y a que les psychiatres ou les docteurs qui peuvent poser des diagnostics. Et à partir des tests et résultats, le bilan sera posé. Pour les adultes, c'est à peu près la même procédure. Soit on va voir un psychiatre spécialisé dans le TDAH et il peut lui-même faire le diagnostic. Soit s'il y a des doutes et qu'il a besoin d'un complément, il envoie chez un neuropsychologue pour faire un test adapté aux adultes. Et avec le bilan, on retourne chez le psychiatre qui pose simplement le diagnostic. Alors, je précise les tests parce que j'avais fait une publication il y avait eu des discussions autour de ça. Parce que des neuropsychologues disaient qu'on n'était pas obligé de faire des tests. Le problème, c'est que si on ne fait pas de tests, pour les enfants en particulier, on ne peut pas avoir de tiers-temps. On ne peut pas avoir de temps supplémentaire. On ne peut pas avoir de PAP, plan d'aide personnalisé. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu obligé de faire les tests. Et pour les adultes, les tests, c'est quand il y a des doutes ou que le psychiatre ne peut pas poser lui-même le diagnostic pour être bien sûr. Voilà. Dernier témoignage. Bonjour, donc moi je suis enseignante spécialisée. J'ai découvert que j'avais un TDAH pendant ma formation au KPI et ça a vraiment été une vraie révélation pour moi. Donc dans ma vie de prof, au quotidien, ça se manifeste de plusieurs façons. Par exemple, les deadlines, elles deviennent de plus en plus difficiles à respecter. Avant, je pouvais travailler la nuit pour tout finir à temps, mais maintenant je suis trop fatiguée pour ça. La planification, c'est devenu un vrai casse-tête. J'ai toujours des phases up où je suis pleine d'idées, de projets. Mais au final, aller jusqu'au bout de ces projets, c'est de plus en plus compliqué. Pour m'aider, je dois avouer que j'ai pas encore trouvé la solution miracle. Je suis de plus en plus désorganisée. Je cherche désespérément des astuces pour faire mieux. J'aimerais vraiment savoir comment font tous les autres collègues atteints de TDAH pour planifier et s'organiser. J'imagine que les routines peuvent aider. Moi, j'ai commencé par faire du sport.
Je pense que je vais me faire accompagner, enfin j'aimerais bien me faire accompagner en tout cas pour m'aider à planifier mes tâches. Et puis je crois que j'aimerais bien dire à mes collègues sans TDAH, s'il vous plaît, acceptez nos retards du matin et oubliez mais parfois nos petites distractions. Bon, je plaisante bien sûr, c'est pas vraiment possible dans la vraie vie. Pour être honnête, je ne parle pas de mon TDAH au travail. Je pense que c'est important de se faire accompagner dès qu'on découvre son trouble, sinon le diagnostic ne sert à rien, enfin ne sert pas à grand chose au final. Moi j'ai découvert ce TDAH à 50 ans, mon médecin pensait même que j'étais bipolaire au début. Et sans la formation du KPI, je n'aurais jamais su. Et en vieillissant, sans jamais avoir eu d'accompagnement, c'est vraiment de plus en plus difficile de gérer mon travail et ma vie personnelle. Donc la première, c'était comment faire pour tenir toute une période complète. Donc est-ce que tu as des pistes par rapport à ça? Alors, j'ai des pistes. Je dirais que c'est les mêmes que pour une personne qui a un TDAH mais qui n'est pas enseignant. C'est-à-dire que c'est vrai que là, c'est plus long parce qu'il y a beaucoup de temps. Prendre soin de soi, déjà pour commencer. C'est-à-dire que, alors ça peut être de différentes façons, mais en tout cas, ne pas rester 5 semaines uniquement travail. C'est difficile. On sait qu'il y a beaucoup de stress pour les enseignants. Il y a beaucoup d'anxiété. Donc, au milieu, se concentrer sur ce qu'on aimerait faire pour pouvoir se détendre, parce que tu ne peux pas passer 5 semaines en ne faisant que travailler. Donc, ça veut dire c'est passer des moments de plaisir, de détente, pour pouvoir recommencer la semaine et continuer à rester sur une longue période. Et je pense que ça passe par prendre soin de soi. Ouais. Ça peut paraître un conseil bateau, banal, comme si on vous disait d'aller boire de l'eau, mais en réalité, je pense que c'est d'autant plus important qu'on parlait de cette difficulté d'autorégulation, c'est-à-dire donc une difficulté supplémentaire à ne pas pouvoir s'écouter. Et donc, il y a vraiment cet enjeu-là de se dire, en fait, pour tenir et pour pas s'épuiser, puisque c'est pas quelque chose qu'on va réussir à faire facilement, d'y apporter une vigilance supplémentaire, de s'imposer, de le planifier, de le programmer, de prendre rendez-vous avec quelqu'un, etc., pour se dire, OK, ça, en fait, j'en ai besoin tant ou pas tant, livret ou pas livret, il faut que je me l'impose, en fait. C'est ça, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec soi-même, et ça passe par j'ai envie de faire un massage, je prends rendez-vous 3 semaines à l'avance et je l'annule pas. Je l'annule pas parce que j'ai des copies à corriger ou moi je suis importante, voilà. Et autre chose que tu as dit juste avant, c'était sur le mode de la, comment dire, sans faire attention, mais c'est important. Est-ce que tu sais que par exemple, ce que j'ai appris il y a un petit moment, que quand on est ne pas boire de l'eau, ça empêche de se concentrer. Oui. C'est-à-dire, voilà. Et d'autant plus chez les TDAH, donc si tu es complètement à sec et tu ne bois pas d'eau, il y a potentiellement des chances que tu aies encore plus de difficultés à te concentrer. Ça, c'est intéressant de le savoir. Autre question, comment gérer l'administratif, les corrections, etc. Est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent aider plus particulièrement les personnes qui ont un TDAH pour ce genre de tâches-là? Alors, ça, c'est une grande thématique, l'administratif. Alors, il y a certaines techniques. Bon, là, c'est vrai que c'est compliqué en 2-3 minutes d'expliquer. Mais par exemple, alors, c'est vrai que pour tout ce qui est correction, etc., je partirais sur se dire, par exemple, combien je peux corriger de copies en étant focus. On essaye. Si on voit... Alors, ça, c'est pour les profs. Moi, je vois, par exemple, quand je fais de la facturation, je sais qu'au bout de 12 factures, j'en peux plus. Du coup, j'ai vu comment je fonctionne. C'est la même chose. Si quelqu'un corrige des copies et qu'il voit qu'au bout de la 10e, il est à saturation, il se dit, je vais corriger des copies, je fais une pause. Sympa, la pause. Un peu comme Pomodoro. La méthode Pomodoro, je suis concentrée 25 minutes, je fais une pause, etc. Si au bout de 10 copies, il pense que c'est son rythme, il s'arrête. C'est pareil, il va boire un café, il va boire un thé, il mange un chocolat, ça dure 3-4 minutes. Et il s'y remet. Et il se dit, voilà, j'ai tant de copies à corriger en tant de jours, je le divise pour pas que ça impacte ma vie personnelle, etc. Après, pour l'organisation, ça va être mettre des casiers avec des couleurs. Ça va être se dire que si il faut ramasser des choses, ça va être le lundi matin, en arrivant de telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. Ça va être les dossiers, il faut éviter de les prendre et de les mettre ailleurs. En fait, il faut faire la tâche de A à Z. Sans se dire je le ferai plus tard, pour ne pas avoir à y revenir. C'est des choses qui ressemblent à ça.
C'est intéressant dans ce que tu dis, moi, parce que ce que j'entends, c'est un peu sortir de je suis désorganisée, mais transformer en ce qui me met en difficulté, c'est mon attention. Donc, les stratégies, elles vont être dans ce qui va attirer mon attention. Tu vois, tu as parlé des couleurs, par exemple. C'est un truc auquel on ne pense pas forcément, de se dire, OK, si j'ai des couleurs, ben, peut-être que je vais plus le voir, ça va plus attirer mon attention. Donc, tout ce qui peut... Puis après, une fois qu'on a compris ça, en fait, on peut être créatif et trouver ses propres stratégies. Il n'y a pas forcément une idée qui marche pour tout le monde et tout le temps. Mais c'est de se dire, ma stratégie, c'est attirer mon attention sur... Ça me fait penser, je ne sais pas, à une copine qui disait... quand elle pense à un truc le soir en se couchant, pour pas l'oublier, elle prend un truc qui a rien à voir, genre une chaussette, et elle le lance ou elle le met à un endroit Improbable. Improbable, ça va forcément attirer son attention le lendemain, et donc du coup elle va penser au truc. Et j'ai l'impression que là, la stratégie, peut-être pour l'administratif et pour le reste aussi, il y a ça, donc l'attention, ou alors le fait de savoir d'éviter de nous rajouter des trucs à se souvenir, etc. Quand tu dis d'aller jusqu'au bout de la tâche, si elle n'est pas trop longue, etc. Voilà. Mais de se dire, OK, je finis parce que je sais qu'après, sinon... je vais oublier. Oublier. Après, ça peut être aussi faire des checklists. Alors, avant de quitter la classe, pas le soir, parce que le soir, si on commence à se faire des choses le soir, ça peut empêcher de dormir, etc. Et en arrivant, bon, ça, j'ai fait, ça, je dois faire. D'organiser son organisation. Voilà. Oui. OK. Autre question, comment gérer son impulsivité en réunion? Alors, c'est une bonne question, ça. En ce moment, je suis en train de faire une formation de programmation neurolinguistique où on parle beaucoup d'ancrage. Et je trouve ça génial. Les ancrages, c'est, tu sais, se mettre dans une situation où tu es bien, l'ancrer, et après, dans une situation où tu risques de t'énerver, etc., le faire avant. Alors moi, je dirais, commencer par faire une cohérence cardiaque. 3 minutes. Moi, c'est ce que je fais personnellement à chaque fois que j'ai un podcast. Voilà. Avant d'arriver à la réunion, faire ça, parce qu'en sachant qu'on risque d'être impulsif, etc., déjà, ça fait redescendre en émotion. Savoir que tu risques d'être impulsif pendant la réunion, donc se préparer psychologiquement au fait que tu risques d'être impulsif. Ça veut dire que si jamais tu sens tes émotions, parce que les émotions, ça se manifeste dans le corps. Si tu arrives à percevoir que tu vas être impulsif, par exemple, tu sens que souvent ça chauffe, ça monte. Ça veut dire se contrôler et se dire bon, ok, je sens que je suis énervée, accueillir l'émotion. Je m'en reparlerai à moi-même un peu plus tard. En fait, c'est se mettre en condition pour prendre de la distance, ne pas réagir dans l'agitation, mais accepter qu'on est comme ça. Et essayer de faire des choses pour se détendre avant. Ouais. Ça peut être, tu parlais d'ancrage, c'est vraiment cette idée de pouvoir aller mettre une micro-habitude qui va nous permettre de nous rappeler. Après, l'ancrage, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose qu'on fait, ça peut être boire un verre d'eau. Voilà. Si tu parlais de chaleur, si tu dis, OK, maintenant, je vais essayer de mettre en place... Et puis, pas forcément attendre... ces moments un peu tendus pour mettre en place l'habitude. Mais si tu te dis, régulièrement, je sens que ça chauffe, OK, qu'est-ce que tu essayes de faire un truc à chaque fois que ça chauffe qui va venir un peu s'intercaler, court-circuiter, merci, court-circuiter ton impulsion, donc boire un verre d'eau, claquer des doigts, enfin j'en sais rien, mais... Oui, c'est ça, ça peut être, il y a aussi des musiques d'ancrage, des musiques que t'aimes, tu sais, quand tu les écoutes, ça va mieux, ou les techniques d'ancrage, c'est, je sais pas, je réfléchis quand j'étais à la plage l'année dernière, que c'était bien, je me sentais bien, je fais un geste, et avant cette fameuse réunion où elle doit aller, elle repense à ça, elle fait ce geste, et elle se dit, bon, ça va bien se passer. Ou, tu sais, des techniques de, comment ça s'appelle, les power poses, avant un rendez-vous, etc., de se mettre, dire ça va bien se passer, pour se mettre en condition psychologiquement. Voilà. Ouais. OK. Les power poses, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas, c'est le fait de prendre une posture de gagnant, de guerrier avant une situation difficile pour bien ancrer dans sa posture et dans son corps l'état d'esprit, en quelque sorte. Exactement. Merci de la précision. OK, autre question. Quelle routine on peut mettre en place? Est-ce que tu as des idées de routine qu'on peut mettre en place pour s'aider à s'organiser, à planifier?
Alors, moi, j'aime bien les rappels. Les rappels sur le portable pour séquencer, pour pas oublier les rendez-vous, etc. Tu te dis, tiens, je vais corriger les copies, je vais y mettre 20 minutes. Donc, du coup, de mettre un minuteur au bout de 20 minutes pour que ça sonne. Des choses un peu pour cadrer, pour séquencer, puisqu'il y a un problème de la gestion du temps. Quoi d'autre? Après, ça va être d'éviter de commencer par des choses désagréables. Parce que quelqu'un qui n'a pas de TDAH, il peut commencer par des choses désagréables. Quelqu'un qui aura un TDAH, ça peut le mettre dans une mauvaise énergie, ça peut le démotiver. Donc, plutôt commencer par des choses agréables et alterner par quelque chose d'agréable, quelque chose de désagréable, des choses comme ça. Et après, c'est ne pas se mettre de pression, parce qu'il y a souvent un côté perfectionniste, et essayer de comprendre comment on fonctionne pour mettre des routines en place, en sachant que ça peut être difficile. Donc, au début, ça peut être difficile. Et après, on adapte en fonction de ça a marché, ça n'a pas marché. En fait, être flexible, s'adapter. Essayer de mettre des choses en place, voir comment ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, j'essaye de changer pour m'adapter au mieux et voir ce qui me correspond. Ouais. Je trouve que ça, c'est important de dire ça, c'est-à-dire de tester, d'accepter d'avoir une phase et de pas abandonner tout de suite, de dire bon, bah voilà, j'ai essayé, ça marche pas. D'accepter d'avoir une phase où on teste quelque chose et on réajuste si ça nous convient pas complètement. Si on arrête, c'est pas parce que on s'auto-flagelle en disant bah, ça marche pas pour moi, je suis nulle, c'est parce qu'on se dit ok, ça c'est pas hyper efficace, mais je vais essayer autre chose. Et puis j'avais aussi envie d'ajouter à ta liste dans le cadre de la classe, mais ça peut être aussi à la maison. Tu parlais du minuteur, de mettre un minuteur. Ça, c'est un objet, mais on peut aussi solliciter les autres, on peut aussi solliciter les élèves. C'est-à-dire que, moi, je me souviens, par exemple, dans la classe, j'oubliais systématiquement l'heure de la récréation. Je suis partie dans la séance et voilà. Et en fait, certains pourraient dire « Oh non, je veux pas que les élèves me rappellent l'heure, ça se fait pas, etc. » Moi, au contraire, je savais que j'allais oublier l'heure de la récréation et donc que si j'étais de service, les collègues, ils allaient m'attendre dans la cour, etc. Du coup, j'avais missionné des élèves pour me dire, ok, en plus parce que je mettais une alarme pour sonner sur mon téléphone, mais j'étais capable de dire, bon allez, encore 2 minutes et j'ai oublié que la... D'accord, t'étais à fond dedans. Voilà, et donc du coup, sachant ça, j'avais un ou deux élèves responsables de dire, maîtresse, l'alarme elle a sonné, maîtresse là, ça y est, il faut qu'on descende à la récréation, maîtresse, t'es de service. Et donc, du coup, on peut solliciter aussi d'autres personnes. Donc là, je vais donner cet exemple-là, mais on peut dire, tiens, tel collègue, tu pars à 18h, viens toquer à ma porte, sinon je vais oublier de partir. On peut dire à ses enfants ou à son mari, je pars sur 20 copies, là, j'en ai pour 30 minutes, apportez-moi un verre d'eau ou venez me sortir de mes corrections dans 30 minutes. Enfin, utiliser aussi, s'appuyer sur les autres. Et ça, c'est parce que je le dis parce que parfois les gens ont peur de déranger, ont peur de solliciter les autres, etc. Alors qu'en fait, en général, ça dérange pas et ça fait plaisir. C'est ça. Et puis c'est une vraie aide, quoi. C'est ça. Et puis on sait que pour la confiance en soi, s'appuyer sur l'aide extérieure, ça fait partie de la confiance en soi aussi, de demander de l'aide. Ouais. Voilà. Et en général, c'est vrai que les personnes à qui tu le demandes vont être plutôt flattées et il n'y a pas de raison qu'on refuse. Ouais. Sauf pour la récréation, j'imagine que tes élèves devaient te le rappeler. Et est-ce que du coup, les routines, c'est quelque chose d'aidant quand on a un TDAH? Alors, il y a deux écoles. Oui, c'est aidant. C'est vrai qu'en coaching, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Moi, je veux des routines cadrées, etc. » Et il y a des personnes qui détestent ça, mais qui savent qu'ils en ont besoin. Dans ces cas-là, on fait quelque chose de plus souple. C'est-à-dire que la personne a 4-5 tâches à faire dans la journée. Ça ne va pas être à 8h, je fais ci, à 10h, je fais ça. Ça va être je dois faire ça dans la journée, je me débrouille comme je veux, mais je ne veux pas d'obligation parce que je n'aime pas les obligations. Mais on sait que de toute façon, les routines, ça aide. Dans tous les cas, ça aide parce que ça met un certain cadre, une certaine discipline et ça permet de se sentir mieux. Avec l'expérience, etc., je vois que dans tous les cas, il faut des routines, mais après, c'est plus ou moins souple. Il y a des personnes qui détestent ça et d'autres qui adorent. Et celles qui détestent, elles savent qu'elles en ont besoin, donc on fait quelque chose de plus souple. Ouais. Et puis après, je trouve que parfois on a l'impression qu'on déteste les routines parce qu'on a une représentation de ce qu'est la routine qui ne nous convient pas. Et quand on creuse un peu, on se dit, mais en fait, t'en as des routines. C'est juste que c'est pas les mêmes que les autres, mais
Quand tu fais tel et tel truc à la fin de chaque fois, à chaque fois que tu termines une tâche, quand tu fais tel et tel truc à chaque fois que c'est une routine. Donc c'est comment trouver la routine qui nous convient et qui nous aide, parce qu'on peut avoir une routine qui est pas du tout aidante, parce qu'en fait elle est calquée sur un autre mode de fonctionnement et qu'elle nous convient pas. Ça veut pas dire que les routines ne sont pas faites pour nous, ça veut juste dire que ces routines-là ne sont pas faites pour nous. On m'a parlé aussi dans les questions de la notion d'ennui. Voilà, comment faire face justement. C'est un peu en lien avec les routines, c'est-à-dire que justement, cette personne, elle dit, en même temps, il faut mettre en place des choses un peu routinières pour les élèves dans la classe, pour faciliter le repérage, etc. Mais que ça peut créer de l'ennui, du coup, chez elle. Donc, est-ce qu'il y a des tips pour pouvoir garder la motivation face aux rituels indispensables pour les enfants? Je dirais, tu sais, comme les objectifs, en coaching, on parle d'objectifs SMART, spécifiques, mesurables, etc. Parfois même SMART-F en rajoutant écologique et fun. Je dirais qu'il faut que ce soit un peu fun pour que ça plaise à la personne qui met en place ces routines. Je sais pas, qu'elle mette des couleurs, des choses qui la font vibrer à elle, pour ne pas qu'elle s'ennuie. Quelque chose de plus créatif, qui pourrait lui plaire. Quelque chose qui pourrait lui plaire. Ouais, je vois, tout à fait. Et je rajoute aussi que peut-être c'est aussi d'aller sonder régulièrement ces routines-là, si elles remplissent vraiment l'objectif. Parce que des fois, on peut avoir tendance dans la classe à se dire, je mets en place telle et telle routine. Peut-être aussi que s'il y a de l'ennui, c'est peut-être un indicateur à prendre en compte, soit pour soi, soit pour les élèves, mais de se dire, c'est pas parce qu'on a installé une routine à un moment et qu'elle était nécessaire à ce moment-là. Je sais pas, on est en début d'année, on a besoin de poser un peu le cadre, donc on met en place certaines routines pour donner des habitudes aux élèves. Peut-être qu'il y a des moments où ces routines-là, elles n'ont plus lieu d'être. Peut-être qu'on peut changer de routine, en installer une nouvelle. Et on parlait d'atouts et d'inconvénients. Il y a peut-être cette notion-là de s'écouter, et ce qui peut concerner les personnes qui ont un TDAH ou pas, mais de se dire que ce qu'on ressent, c'est aussi un indicateur qui nous indique qu'on a besoin de changer quelque chose. Donc, si je m'ennuie, quelque part, c'est peut-être le tremplin pour changer quelque chose. C'est ça. Alors, je vais rebondir sur deux choses. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Je vais rebondir sur deux choses que tu as dit juste avant. C'est comme les tableaux des récompenses dans le programme Barclay. C'est un tableau et au bout d'un certain temps, on change les récompenses. Parce que si les enfants ont atteint leur objectif, ils n'ont plus envie de faire ces choses-là. Du coup, ils n'auront plus accès à leurs récompenses et l'intérêt du tableau diminue. Donc, c'est pareil pour les routines. Si au bout d'un moment, c'est trop ennuyeux, ça veut dire que oui, il faut peut-être changer la routine ou la faire autrement. Sinon, c'est ennuyeux parce qu'on sait que chez un TDAH, il y a un circuit de récompense qui est raccourci. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de dopamine, il faut beaucoup d'excitation, etc. Ça peut provoquer de l'ennui et un manque de motivation. Donc, de changer les choses régulièrement, comme laisser les gens qui changent leurs meubles, qui changent de place, etc. Donc, voilà, ça fait partie de ça. Eh bien, vraiment, j'invite tout le monde à aller écouter ça, plutôt que de se dire, voilà, je m'ennuie, c'est une fatalité. Et essayer d'aller trouver, du coup, comment écouter cet ennui pour remettre de la fantaisie ou changer ce qui vous ennuie. Et potentiellement, les élèves seront très contents aussi de ces changements et de cette nouveauté. Et ça va avoir aussi un cercle vertueux sur la motivation de tout le monde, en fait. C'est sûr, parce qu'on sait que chez les TDAH, l'ennui, c'est mortel.
ça pourrit tout. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la nouveauté régulièrement. C'est comme des personnes qui disent je commence quelque chose et je finis pas parce que je m'ennuie. J'ai besoin de nouveauté. Donc c'est vrai que je suppose que pour les professeurs c'est pareil. Il faut que la classe elle lui plaise, que les routines elles changent, etc. Et c'est vrai qu'en général, je suppose que les enfants doivent être contents. Je sais pas si ça les dérange dans leur cadre ou pas, mais je pense qu'un changement ça doit être sympa pour les enfants aussi. Ok. Autre question, j'en ai encore 2. Oui. Comment gérer ses émotions face aux imprévus, à la pression, à la communication avec les collègues dans le cadre de son travail, du coup? Alors, comme je répète encore, mais c'est important de savoir qu'il y a beaucoup d'anxiété chez les TDAH, c'est en fait mettre des choses en pratique pour mieux gérer ses émotions, mais comme j'allais dire entre guillemets, un traitement de fond. Faire de la cohérence cardiaque, faire de la méditation, faire du sport, faire des choses qui font du bien, qui font plaisir. Avant peut-être un rendez-vous avec, avec un collègue, etc., savoir que peut-être qu'on est particulièrement sensible, etc. Donc essayer de pas prendre pour soi au premier degré, mais se dire que les gens n'ont pas notre sensibilité. Ça, c'est TDAH ou les personnes sensibles, etc. On est tous différents. Donc, c'est pareil, faire des choses qui pourraient nous détendre avant d'aller au rendez-vous. Un ensemble de choses pour réussir à être plus zen. Et ça passe par des stratégies comme, je te disais avant, de la respiration, faire du sport, faire des choses qui font plaisir, se détendre, etc., pour pas arriver au rendez-vous sous pression, finalement. Ouais. Et dans ce que tu as dit, tu as parlé aussi de savoir se dire que les personnes fonctionnent différemment et pensent autrement. Je trouve que c'est important de faire ça, de faire de la réévaluation cognitive des situations et de pouvoir essayer de te dire, OK, moi je vois les choses de cette façon-là, comment l'autre personne voit la même situation. Personne n'a tort, personne n'a raison. Mais c'est juste que moi, je prends les choses un peu plus fort, donc j'ai juste conscience aussi d'être tout en haut ou tout en bas de ma courbe d'émotion et d'accepter ça, quoi, pour pas forcément en faire une fatalité. C'est ça. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que je suis un peu comme toi. Moi aussi, je ressens les choses assez intensément. Essayer de comprendre que la carte n'est pas le territoire et qu'on a tous des filtres différents. Peut-être que nous, on est haut en sensibilité, etc. Et la personne en face de nous, non. Donc, d'essayer de comprendre qu'on ne peut pas comprendre la sensibilité de quelqu'un si on ne ressent pas comme lui. Donc, peut-être que nous, on est sensible, la personne en face ne l'est pas. Peut-être que la personne en face est sans filtre, etc. De comprendre que ce n'est pas contre nous, mais c'est juste c'est son mode de fonctionnement. Et il n'y a pas quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. On a tous des modes de fonctionnement différents. Et déjà, de comprendre ça, c'est important, de pouvoir comprendre. Et puis, dernière question, faut-il parler de son TDAH au travail ou pas? Ah, c'est une bonne question, ça. Et les avis sont mitigés. C'est vrai que par rapport aux adultes que j'ai accompagnés, je dirais quand même 90% préfèrent ne pas le dire, parce qu'ils ont l'impression que ça pourrait les desservir, etc. Je me rends pas trop bien compte en le fait d'être professeur, est-ce que ça vaut la peine d'en parler ou pas? Je crois que c'est très personnel, ça. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec ça, qui préfèrent en parler, et d'autres qui préfèrent ne pas le faire par peur d'être stigmatisées, par peur de rencontrer des personnes qui ne savent pas trop ce que c'est et qui vont dire, je pense à quelqu'un qui me disait, je préfère pas en parler parce que j'ai pas envie qu'on me dise, ouais, mais bon, on est tous un peu TDAH, de toute façon, ça risque de m'énerver, donc je préfère ne pas en parler. 90% quand même ne le disent pas. Et à côté de ça, il y a des personnes qui en parlent parce qu'ils tombent sur un supérieur qui est sensibilisé et qui comprend. J'ai déjà accompagné des parents où la maîtresse était elle-même TDAH. Du coup, elle comprenait, et elle le disait. Elle disait, moi, j'ai mon neveu qui est TDAH, moi, je suis TDAH. Et du coup, il n'y avait pas de problème. Elle comprenait. Je trouve que ça, c'est génial quand les enseignants disent, les enseignants TDA en parlent. En tout cas, aux élèves, aux familles, ça a quelque chose aussi de valorisant, de montrer que, de dédramatisant, etc. Et je trouve que c'est intéressant de le faire. Et ça peut presque devenir, pas militant, mais oui, enfin, de pouvoir dire, OK, ouvrons les portes, ouvrons les choses. Oui, on peut avoir un TDA, un TDAH, on peut avoir un TSA, on peut être HPI, on peut être, que sais-je, n'importe quelle autre particularité, et enseigner, et prof, et voilà. Et un dernier petit extrait pour la route. Ça peut être assez impressionnant, encore une fois. C'est ça le truc, c'est que ça peut être assez impressionnant pour les gens autour, quoi.
Mais il faut en rire, quoi. Il faut faire comme si c'était juste... comme si, j'aime pas les tomates et puis j'ai un TDAH, quoi. C'est pareil. Donc il faut le considérer soi-même comme ça. C'est un truc qu'on a et puis c'est tout. Et puis et si les gens voient pas l'intérêt ou quoi, ça n'a aucune importance en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le TDAH, c'est pas un frein à la réussite. Ça peut être plus compliqué. Il y a plein de personnes qui ont très très bien réussi et qui ont un TDAH. Et comme tu disais avant, par exemple, de savoir que son professeur est TDAH, quand on l'est soi-même, c'est quand même super valorisant. Ça veut dire qu'on peut faire des études poussées, etc. Et il n'y a pas de frein à la réussite. C'est juste de trouver les stratégies, de s'y adapter. Et dernière chose, je pense que les professeurs qui ont un TDAH ont beaucoup de mérite, parce que toute cette organisation, tout ce stress et cette anxiété, c'est pas facile au quotidien. Donc, je les remercie, parce que j'ai moi-même 3 enfants, et il y a beaucoup de mérite, et c'est super. Merci pour eux et merci pour ces mots. Je pense que beaucoup d'enseignants seront touchés. Pour terminer, toi, tu es coach et du coup, tu accompagnes. Tu peux accompagner notamment plus spécifiquement les adultes avec un TDAH. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu proposes comme accompagnement ? Bien sûr. Alors oui, c'est vrai que c'est quand même le cœur de mon activité, c'est le TDAH, même si je suis formée au coaching classique et que ça m'arrive d'en faire. Les personnes qui me sollicitent, ça peut être des jeunes adultes à partir de 16 ans. J'ai pris quelqu'un récemment qui était très très jeune, qui avait 10 ans, parce qu'elle voulait... elle m'avait vu sur Instagram, elle voulait absolument se faire coacher, donc je l'ai fait. Mais en général, c'est à partir de 16. Et les adultes, ça peut être des adultes TDAH et entrepreneurs. Ça peut être des adultes TDAH, ça peut être des personnes qui se lancent dans une nouvelle activité. Et souvent, on travaille autour de la gestion du temps, l'organisation, la mise en place de routines, très souvent la gestion des émotions, la confiance en soi. Et en fait, on met au fur et à mesure des stratégies en place qui seraient adaptées à leur mode de fonctionnement pour faire diminuer l'anxiété, mieux gérer les émotions, mettre en place des routines. Ça tourne autour de l'organisation et de choses pour mieux scinder sa vie personnelle, sa vie professionnelle, mieux organiser sa reconversion. Voilà, c'est autour de ça, de façon générale. Et avec d'autres outils comme la PNL, comme l'EFT, pour mieux gérer les émotions, mieux se connaître, etc. Super. De toute façon, je mettrai tous les liens pour te suivre, te retrouver sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton compte ? Alors, mon compte, c'est donc TDAH, /CIE. Ok. Donc, vous pourrez retrouver Magali sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà, sur Facebook. TikTok, je ne suis pas encore... je publie de temps en temps, mais je ne suis pas encore complètement au point. Voilà. Mais je publie beaucoup sur Instagram et sur Facebook. Ok. Et après, on peut me joindre par mail, en MP. Je réponds systématiquement. Super. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Merci, Émilie. C'était vraiment très, très intéressant comme podcast. Et moi, je tiens à remercier les 7 enseignantes qui ont accepté de témoigner, Véronique, Élodie, Margot, Anne-Laure, Sylvie, et surtout mes 3 lectrices, Ludivine, Lison et Cali. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.